Dans la région de Bruges, en Belgique, personne n'aurait imaginé que le médecin de la petite commune de Ruisselode se retrouve un jour en prison. Depuis plusieurs semaines, le nom du docteur André Geiselbrecht s'étale pourtant dans les pages faits divers de la presse belge et française. Il est soupçonné d'avoir commandité le meurtre de son gendre. Le plus étonné est sans doute son vieil ami Marc. Depuis 25 ans, cet instituteur à la retraite partage avec le docteur Geiselbrecht sa passion pour les oiseaux. Ensemble, ils participent à des concours de pigeons voyageurs. Et c'est presque toujours le médecin qui remporte les premiers prix. Il a gagné un premier national je crois, de Limoges. Donc, si on gagne un premier national, ça veut dire qu'on a le meilleur pigeon de toute la Belgique. Hein. Donc, comme ça, il est bien connu. Pour Marc, le docteur Geiselbrecht n'est pas un ami comme les autres. C'est aussi son médecin de famille depuis plusieurs années. C'est encore le système d'un docteur comme dans le temps. Pas, oui, très familial, oui. Et il connaît tous les gens. Tous les gens, il connaît tous les gens. Pour lui, on n'est pas un numéro. Je dois dire aussi, on avait confiance en lui. Une confiance partagée par tous les patients du médecin. Devant son cabinet, ils ne tarissent pas d'éloges sur lui. Il y a 12 ans, le docteur m'a sauvé la vie. C'est quelqu'un de vraiment très bon. Il est toujours disponible pour tout le monde. Il a toujours été un bon docteur. Le reste est privé. Cela ne me regarde pas. Alors pourquoi ce médecin estimé de tous se retrouve-t-il aujourd'hui derrière les barreaux de cette prison? Quelles seraient les raisons qui l'auraient poussé à vouloir faire disparaître son gendre? Cet homme marié et père de 3 enfants exerce en plein centre du village avec 2 autres médecins, dont sa fille Elisabeth. Le docteur Geiselbrecht a toujours été très proche d'elle. Son ami Marc s'en souvient. Il en parlait toujours, Elisabeth, Elisabeth, même aussi de ses autres enfants. Hein. Donc c'était vraiment le père familial, comme ça. Mais cette relation fusionnelle entre le père et sa fille va être bouleversée par l'arrivée d'un homme, Stein Salens. Lorsqu'Elisabeth le rencontre, il a tout du gendre idéal. Issu d'une famille riche de Flandre, le jeune homme a suivi des études à Londres et fait des affaires dans l'immobilier. Très vite, Elisabeth et Stein se marient. 2 ans plus tard, ils s'installent dans ce château que Stein achète 2 millions d'euros. De cette belle histoire d'amour naissent 4 enfants. Le couple semble avoir tout pour être heureux. C'est en tout cas le sentiment qu'avait Yvan de Beaufort, un ami de longue date du jeune châtelain. On était très impressionnés parce qu'il avait rapidement effectivement fondé un foyer avec de nombreux enfants. Il avait une gentille épouse, enfin ce qui me semblait être une gentille épouse. Je l'ai rencontré une fois. Ils avaient l'air d'avoir des enfants qui étaient chouettes et sympathiques, rayonnants. Tout ça avait l'air de bien fonctionner. Mais le conte de fées ne va pas durer. Au fil des ans, le jeune châtelain devient de plus en plus désinvolte. Il se lance dans des projets immobiliers hasardeux, joue en bourse et perd beaucoup d'argent. Il commence à délaisser les affaires pour écrire un livre et surtout se consacrer à sa passion, la nature. Une passion qu'il partage avec Bart. Il m'appelait pour aller chercher des champignons au domaine du château. C'était notre passion commune. Il vous parlait beaucoup de la nature, de sa passion. Oui. Qu'est-ce qu'il vous disait? Ça, c'était son grand intérêt.
Oui, toujours les fleurs, les arbres, les oiseaux, oui, bien sûr, bien sûr. Moi aussi, mais je reste sur la terre. Bart ne le dit qu'à demi-mot, mais selon certains habitants du village, le jeune châtelain n'avait plus vraiment les pieds sur terre. Des chasseurs l'auraient même aperçu nu dans la forêt, en train d'embrasser des arbres. Ce comportement étrange est inspiré d'un mouvement qui prône le strict retour à la nature. Les Ringing Cedars, les cèdres qui sonnent. Un groupement à caractère sectaire, dont le châtelain serait proche. Glenn Callens partage aussi les idées de ce mouvement. Il a lu tous les livres de son fondateur, Vladimir Maigret. Ce Russe prétend avoir trouvé la solution à tous les problèmes de l'humanité. Ces livres abordent plusieurs thèmes très importants et nous offrent des solutions aux problèmes qui surgissent sur Terre, comme la crise économique, la crise monétaire, la pauvreté, le chômage. Selon lui, la réponse à tous ces fléaux serait de fonder un village écologique où l'on pourrait vivre complètement coupé du monde. Voici ce qui est prévu pour chaque famille. Un champ de blé, un potager et un étang. Bref, tout ce qu'il faut pour vivre. Le châtelain serait prêt à tout quitter pour vivre dans ce type de communauté. Comme il n'en existe pas en Belgique, il envisage alors de partir en Australie avec sa famille. Un projet qui ne plaît pas du tout au docteur Geiselbrecht, le père d'Elisabeth. Il a peur que sa fille, qu'il voit tous les jours, s'en aille vivre avec ses enfants à l'autre bout du monde, au sein d'un groupuscule complètement replié sur lui-même. À l'époque, il se confie à son ami Marc. Au mois d'octobre, il m'a parlé qu'il y avait des problèmes. C'est avec Elisabeth, elle a des problèmes. Donc le mari, il veut émigrer vers l'Australie. Le projet de départ en Australie ne serait pas la seule cause des tensions entre Steyn et son beau-père. Peter Malaise est journaliste pour un quotidien flamand. Selon lui, un autre élément aurait pu provoquer la rupture entre le châtelain et sa belle-famille. En octobre, Elisabeth voulait divorcer parce que la nourrice aurait surpris un comportement incestueux de Steyn avec l'une de leurs filles. Pour protéger ses petits-enfants, le docteur Geiselbrecht dépose avec sa fille une plainte pour inceste contre Steyn. Le couple se sépare, mais comme aucune preuve n'étaye le témoignage de la nourrice, la police classe l'affaire. 2 mois plus tard, Steyn se réconcilie avec Elisabeth. Il a toujours en tête son projet d'aller vivre dans un village écologique. Et il réussit à convaincre sa femme de partir avec lui en repérage en Australie. Mais ce voyage n'aura jamais lieu, car un matin, le châtelain disparaît mystérieusement. Ce matin-là, Steyn voulait être tranquille pour écrire son livre. Alors Elisabeth l'a laissée seule. Elle est sortie avec les 4 enfants. Mais quand elle rentre, le château est vide. Elle ne trouve qu'une flaque de sang et une douille de balles de pistolet. Alors elle appelle la police. Le sang retrouvé est bien celui du châtelain. Mais où est le corps et qui a commis le crime? Les premiers soupçons se portent sur le beau-père de la victime et sur son fils. Les policiers savent qu'ils ne s'entendaient pas avec Steyn, mais les 2 hommes possèdent un alibi solide. Alors le médecin aurait-il pu commanditer le meurtre? Les enquêteurs découvrent que parmi ses patients se trouve un certain Pierre Seri, un homme déjà condamné plusieurs fois par la justice et bien connu des habitants du village. Tout le monde le connaît ici. On le connaissait pourquoi?
Pour des affaires. Des affaires louches. En prison, on l'appelle Monsieur Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre Serry est connu pour être le grand parrain du crime ici. Pierre est connu comme un trafiquant d'hormones, un contrebandier. Il a toujours été lié à des histoires de banditisme. Malgré son passé sulfureux, les policiers n'ont pas la preuve que Pierre Serry est mêlé à la mort du châtelain. Pendant près de 2 semaines, l'enquête piétine. Mais un témoignage inattendu va conforter leurs soupçons. C'est celui d'un cousin éloigné du repris de justice qui se rend à la police de son propre chef. Et ce qu'il raconte est étonnant. En caméra cachée, nous allons rencontrer cet homme chez lui. Bonsoir, vous êtes Johnny? Oui, oui. Plus d'1 semaine avant la disparition du châtelain, il dit avoir reçu un appel de son cousin Pierre Serry. Pierre m'a téléphoné pour me dire que son tracteur ne marchait pas. Il ne pouvait plus rouler avec. Je suis allé le voir pour le dépanner. Et là, il m'a demandé de creuser une fosse. Il m'a dit que c'était pour y mettre des ordures et les brûler ensuite. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez appris la mort de Stein? Je n'ai pas pensé à grand-chose, mais je suis quand même allé voir la police, au cas où. L'homme indique aux enquêteurs l'endroit où il a creusé la fosse. Elle se trouve dans ce bois, à quelques kilomètres du château, et à seulement 150 mètres de ce chalet, qui appartient à Pierre Serry, le repris de justice. Au fond du trou creusé par son cousin, les policiers trouvent enfin ce qu'ils cherchent depuis des semaines. Nous avons retrouvé des restes humains, mais ces restes n'ont pas encore été identifiés. Les analyses prouvent que le corps retrouvé est bien celui du châtelain. Le docteur Geiselbrecht, son fils et Pierre Serry sont tous les 3 mis en examen et placés en détention provisoire. Le médecin est soupçonné d'avoir demandé au repris de justice de se débarrasser de son gendre. Le mobile, éviter qu'il parte en Australie avec sa femme et ses enfants. Une hypothèse à laquelle ne veut pas croire Marc, l'ami du médecin. Je pense beaucoup à lui, aussi aux enfants, à sa femme, sa famille, mais surtout à lui. Et j'espère encore que n'a rien fait. J'espère. Les avocats de la défense ont refusé de nous répondre, mais les 3 suspects nient les faits. Ils comparaîtront mardi devant la chambre de mise en accusation. Les juges décideront s'ils les maintiennent en détention.